pas la crise, mais presque du côté de Boston. Nouvelle défaite des Celtics contre les Raptors en plus, défaite contre une des plus mauvaises équipes de la ligue. Toronto a gagné que 9 matchs sur 40 avant de battre Boston la nuit dernière 110-97. Alors crise, j'exagère, hein, c'est pas tout à fait ça, mais Jason Tatum a reconnu que les Celtics traversaient une période de merde, pour reprendre un peu ses propos. Littéralement, c'est ça, ouais. Ouais, sur les 14 derniers matchs, il y a 7 victoires, 7 défaites. Alors, c'est un bilan équilibré, mais quand on est une équipe comme Boston qui perd d'ordinaire si peu, c'est effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout qu'en plus, il y a pas mal de défaites récentes où les Celtics ont vraiment leurs 5 majeurs au complet, ce qui pousse peut-être aussi à une petite adaptation, hein. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué avec Kristaps Porzingis. Et là, Shai, voilà, malgré le fait que, ouais, au complet, alors il y a 18 points de Porzingis, mais il y a 16 points, 10 rebonds, 7 passes à 5 sur 15 de Tatum, 39% de réussite sur l'ensemble de la partie, 34% à 3 points, et défaite contre Toronto. Ouais, à 3 points, il y a Porzingis et Pritchard qui ont été plutôt adroits, mais en gros, sinon, le bilan à 3 points est assez désastreux. Ça fait plusieurs jours, voire semaines qu'on dit que les Celtics, alors ça a commencé par des sautes de concentration, on va dire, ça ressemble à ça, des fins de match un peu, un peu lâchées, sur des petites erreurs, des choses comme ça. Là, ça ressemble un peu à plus une mauvaise passe, et c'est ce qu'a dit Tatum, parce qu'il leur manque pas vraiment de gros joueurs. Ils peuvent pas se dire, bah, c'est parce que quand on aura retrouvé l'équipe au complet, on aura retrouvé la dynamique. Ce que peuvent par exemple dire les Warriors de temps en temps, on les entend utiliser ces arguments-là. Là, ouais, dans le jeu, ça ressemble à une équipe un tout petit peu, enfin, qui respire pas le gros plaisir de jouer comme il y avait même en début de saison encore, hein, où je trouve que c'était quand même pas mal. Donc là, bon, c'est peut-être qu'on peut se dire qu'ils visent février ou après l'All-Star Game pour être à leur pic physique, technique, tout ce qu'on veut. Mais ils ont des choses à bosser assez clairement. Ils avaient plus perdu depuis 10 matchs contre les Raptors, et les Raptors battent pas énormément de monde cette saison. C'est que leur 10e victoire. Donc oui, c'est pas une bonne période pour les Celtics. En plus, là, pour le coup, sur ce match-là, sur cette défaite, ils sont quand même complètement inoffensifs dans le 4e quart-temps, le moment où tu peux penser que ça va monter en puissance, surtout comme, encore une fois, sans leur faire offense, face à une équipe comme Toronto. Et non, il n'y a que 15 points des Celtics dans le dernier quart-temps. Sur cette période-là, les 14 matchs, la vraie différence, ça n'a pas été tant que la défense. Au final, ça a surtout été l'attaque. Ils sont un peu moins efficaces en attaque. Ils prennent un peu moins de tirs à 3 points. Ils en mettent moins aussi, mais surtout, ils en prennent moins. Légèrement moins, hein. Ils en prennent toujours plus que n'importe quelle équipe en NBA, mais tu vois, cette nuit, ils en prennent 46, c'est beaucoup. Il n'y a pas longtemps, ils tournaient plutôt autour des 50. C'était un peu plus de 50 par match. Depuis le retour de Porzingis, en fait, il y a une volonté de lui donner des ballons dessous. Ils en ont même parlé entre eux, Tatum, tout ça. Ce que moi, je trouve intéressant, moi, au final. Du coup, ils prennent un peu moins de tirs à 3 points, mais je ne pensais pas que ça serait une mauvaise chose. Par contre, effectivement, ils en mettent moins des 3 points. Il y a une adaptation à régler. Je pense qu'il y a aussi, on en parlait dans un autre CQFR, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, il y a sans doute de la fatigue. En fait, là, tu arrives au moment où tu as joué toute une longue saison NBA, elle était jusqu'en finale, il y a l'euphorie un peu, tu reprends. Là, on est au moment où je pense que ça commence. On le voit aussi du côté de Dallas, d'ailleurs, l'autre finaliste. C'est ces deux équipes où tu sens que la fatigue commence à s'accumuler. En plus, Boston a le statut de, alors peut-être pas ultra favori, mais quand même de favori principal à sa succession. On sait que c'est dur de faire des back-to-back. Et ouais, il y a on t'attend en playoff, et là, tu dois attendre encore toute une demi-saison de saison régulière à faire. Il y a quelque chose de l'ordre psychologique aussi, je pense, qui est pas simple. Est-ce qu'il faut pour autant. Je pense pas qu'il fasse dire aïe aïe, c'est la cata aux Celtics. Eux parlent de périodes compliquées, mais je pense que c'est arrivé à d'autres équipes qui après ont été championnes, donc faut pas non plus s'alarmer, mais il faut qu'ils travaillent sur des petites solutions, des adaptations, des changements dans certains line-up, peut-être pour revigorer tout ça. C'est assez naturel dans le cycle d'une équipe qui est aussi ambitieuse que les Boston. Ouais, faudrait que je regarde. C'est une stat difficile à trouver, mais je me demande, est-ce qu'ils prennent pas moins de tirs ouverts à 3 points aussi, dans le sens où les équipes adverses ne veulent
plus leur laisser, enfin, n'ont jamais vraiment cherché à leur laisser, mais il y a vraiment l'accent qui est mis sur le fait que tu sais que contre Boston, si tu te mets à prendre des 3 points, c'est fini, quoi. Ouais. Il faudrait que je regarde si la stat du nombre de tirs ouverts qu'ils prennent d'ordinaire à 3 points n'a pas baissé. S'il y a plus de switch défensifs, notamment pour empêcher les tirs à 3 points, etc. Allez, on peut enchaîner avec une autre équipe de l'Est, mais qui, elle, pour le coup, commence à refonctionner un peu mieux. Les Knicks ont eu une mauvaise période. Et eux aussi, ils ont perdu 5 matchs sur 7, mais derrière, ça va mieux grâce à Jalen Brunson, qui, lui, est en grande forme. 38 points de Jalen Brunson et une victoire des Knicks en prolongation contre les Sixers, 125-119. Il n'y avait pas Joel Embiid, toujours du côté de Philly, mais il y avait Paul George qui a mis 26 points. Il y avait Tyrese Maxey qui a mis 33 points et qui a égalisé. À 3 secondes de la fin. Mais quand même, les Knicks, derrière, ont enchaîné les 8 premiers points de la prolongation et Brunson, qui a mis, sur ses 38, il met 16 à cheval, quatrième quart-temps et prolongation. Donc, Exactement, Brunson décisif. C'est ça, c'est lui qui a pris les choses en main. Les Sixers ont été derrière tout le match, ils se sont bien battus, ils ont réussi à accrocher la prolongation à la fin, mais oui, il n'y avait plus d'essence à la fin. Et sans Joel Embiid, c'est toujours aussi compliqué, même s'il n'y avait pas son meilleur ennemi non plus, Karl Anthony Towns, avec lequel il a eu quelques batailles par le passé. Voilà, Tyrese Maxey était là. Gershon Yabusele, je trouve toujours qu'il est presque pas encore assez utilisé offensivement parce que il prend pas beaucoup de tirs, il est actif dans les autres secteurs, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être plus utilisé encore. Tu vois, là, il finit avec 9 points cette nuit. Je pense qu'ils peuvent encore, surtout les matchs où il y a pas Joel Embiid, je pense qu'ils peuvent encore plus l'utiliser. Et pour revenir sur les Knicks, Josh Hart triple-double aussi, 10 points, 17 rebonds, 12 passes. Je crois que c'est son 11e en carrière, je crois. Enfin, et en plus, les 11 doivent être dans les 2 dernières années, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un joueur atypique qu'on aime bien. Qui, lui, fait une très bonne saison pour le coup. De toute façon, le 5 majeur des Knicks, grosso modo, fait une très bonne saison, mais il y avait aussi hier 10 points de Precious Achiuwa en sortie de banc et 13 points de Miles McBride. Ça fait toujours un peu de bien quand tu dois jouer un match en prolongation, sachant que du coup, forcément avec la prolongue, ça fait 45 minutes pour Bronson, 49 pour Hart, 45 pour Anunoby et 43 pour Bridges. Mais bon, les Knicks ne fléchissent pas, se rapprochent du coup un petit peu de la 2e place. Il y a encore 3 matchs d'écart à peu près avec Boston. Il y a deux matchs d'écart, effectivement. 2 matchs d'écart avec Boston. Par contre, Philadelphie, 4e défaite de suite. Ils sont à 2 matchs derrière Chicago, donc Chicago qui n'est pas non plus une équipe indéboulonnable, hein, mais il y a déjà 5 victoires de retard sur Miami qui est 9e. Ouais, compliqué. Allez, il y avait un autre choc à l'Est entre Orlando et Milwaukee. Victoire large et convaincante des Bucks, 122-93, avec 30 points de Damian Lillard qui a été très adroit, 26 points, 11 rebonds pour Giannis Antetokounmpo. Voilà, victoire qui doit faire du bien pour Milwaukee, qui reprend d'ailleurs la 4e place de la conférence Est à Orlando. Du côté d'Orlando, 22 points de Paolo Banchero, mais à 8 sur 20 et avec 7 turnovers. Il perd beaucoup de ballons d'ailleurs. Banchero, de manière générale, c'est un joueur qui perd beaucoup de ballons. Et derrière, il y avait 13 points de Trevelin Queen. C'est une private joke entre nous, Trevelin Queen. Joueur un peu obscur qui sort de nulle part. Mais victoire très convaincante des Bucks de 30 points. Mais j'espérais un match un peu accroché parce que c'était le match qui devait aussi permettre peut-être à Milwaukee de repasser devant Orlando, mais il n'y a pas eu de suspense du tout. Ils ont tapé fort tout de suite. Giannis, Lillard très bien en ce moment. Je trouve qu'il est, selon les matchs, il fait pas toujours les mêmes choses, mais il est quand même très précieux en ce moment. Il n'y avait pas eu de suspense, quoi. Milwaukee a montré qu'en ce moment c'était une équipe plus forte qu'Orlando, et peut-être que je vais rejouer la carte de l'alarmisme pour essayer de pousser le Magic à se réveiller à nouveau, parce qu'à chaque fois que j'ai été un peu sceptique sur leur capacité à continuer de rester dans cette zone-là, ils ont réussi à répondre. Mais la 9e place, c'est même pas si loin que ça, en fait. J'ai peur que Milwaukee ait vraiment trouvé son rythme de croisière. Bon, les Knicks sont difficilement rattrapables, et j'ai peur que Orlando soit vraiment rentré dans le rang, là. Alors, là, on a appris que Franz Wagner était plus proche du retour qu'autre chose. Mais ouais, sur la dynamique actuelle, il y a Indiana, Détroit, Atlanta même qui est sur 2 bons matchs. C'est un peu dommage, et c'est aussi un peu naturel parce que Banchero revient, il a besoin de temps. Il y a toujours autant de blessés, de joueurs indisponibles d'un soir à l'autre. Milwaukee, par contre, a été convaincant, et Giannis, Lillard, ça fonctionne bien.
Ce que je trouve fort du côté de Milwaukee, c'est de mettre 122 points sans forcément mettre beaucoup de 3 points face à une équipe qui est l'une des meilleures défenses de la ligue. Ça s'est pas vu cette nuit, hein, la défense d'Orlando, Ouais. c'était compliqué. Non, mais les Bucks ont tendance à vachement. Je les trouve très dépendants du tir à 3 points d'ordinaire, de leur adresse à 3 points. Et là, de réussir à faire ça, voilà, sans se reposer là-dessus. Alors, ils ont fait un très gros premier quart-temps. Hein, ils menaient déjà quasiment de 20 points. Plié déjà. Et du côté du Magic, bah, on a vu les mêmes problèmes habituels. Non seulement, alors, pour le coup, il n'y avait pas la défense de fer solide, mais en plus, comme d'hab, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de mal en attaque. 34% au tir et 26% à 3 points sur ce match. Ouais, il n'y a aucune équipe qui avait moins tiré à 3 points que les Bucks cette saison, dans un match. Je sais pas si tu as vu ça. Ouais, ils ont pris que 12 tirs à 3 points. Ouais, ils en ont mis 7. Alors que d'habitude, c'est une équipe qui vraiment s'appuie beaucoup là-dessus. Donc, c'est assez étonnant ce qui s'est passé la nuit dernière. Allez, on peut continuer avec un match un peu polémique. La victoire de New Orleans contre Dallas 119 à 116. Polémique parce qu'au moment où il y avait 117-116, il y a Dinwiddie qui monte au lay-up. Trey Murphy le contre, mais c'était quand même dans la phase descendante. Les arbitres l'ont pas vu. Et derrière, du coup, victoire des Pelicans. Murphy, d'ailleurs, qui fait un bon match, 24 points, 10 rebonds, 4 passes. Il y a aussi 30 points de DeJounte Murray. Il n'y avait pas Zion Williamson, mais New Orleans arrive quand même à enchaîner une nouvelle victoire. Alors, il y a goaltending, hein, sauf qu'il n'y avait plus de temps mort pour les Mavs. Et désolé pour les fans des Mavs, mais je suis content presque que les Pelicans, c'est un truc et que le sort aille un peu dans leur sens pour une fois, même si c'est pas très juste, mais parce qu'ils ont eu tellement de galères et de poisses depuis le début de la saison que bon, là ça leur fait du bien. Et Murphy qui a fait, t'as raison, un bon match, bon, il y a ce compte qui aurait certes pas dû être validé, mais il a aussi été bon tout court et ça fait du bien aux Pelicans. Murphy met 2 lancers, il me semble. C'est lui qui met les 2 lancers. J'hésite, mais il me semble, c'est Murphy qui met les 2 lancers pour boucler le match. Et DeJounte Murray, 30 points aussi, un match intéressant pour lui. Et 3 bonnes victoires en 4 matchs pour les Pelicans, ça fait bizarre de dire ça. Alors qu'à l'inverse, Dallas est sur 8 défaites au cours des 10 derniers matchs. Ça se passe pas très bien. Parce que Kyrie n'était pas là. Enfin, Kyrie est à nouveau absent. Et pas Lively non plus. Lively pas là, qui est le pivot titulaire, c'est difficile. Il manque du monde. Il manque Luka Doncic, Klay Thompson. Alors évidemment, Klay, il faut le jauger à travers le prisme de quand il y a Kyrie et Luka, parce que sinon, ça a presque pas d'intérêt. Mais c'est vrai qu'il fait pas une très bonne saison. Je m'attendais à un plus d'impact de la part de Klay Thompson. On verra en playoff. C'est vraiment en playoff aux côtés de Luka et Kyrie que ça va être intéressant de juger. Mais pour l'instant, c'est pas forcément très encourageant. D'ailleurs, il est dans les rumeurs de transfert. Hein. C'est un des contrats transférables de la part du côté des Mavericks, pardon. Mais ouais. Il a 14 points. Il a 14 points, 41% d'adresse au global, 38% à 3 points, ce qui faisait globalement ces dernières années à Golden State. Mais ce serait bizarre et triste de le voir trader tout de suite. Moi, j'y crois pas aux rumeurs. Je pense vraiment qu'ils attendent juste de retrouver leur équipe et qu'il aura un rôle un peu plus adapté à ce qu'il est capable de faire cette année. Ouais, non, c'est possible, effectivement. Allez, Memphis a battu San Antonio 129 à 115. Victoire convaincante là aussi des Grizzlies avec surtout une très grosse deuxième mi-temps. C'est simple. À la mi-temps, on pouvait s'attendre à ce que Wembanyama fasse un triple-double et que les Spurs gagnent. Il était déjà à 8 blocs. 10 contre, et au final, il a fini à 8 blocs. 13 points, 12 rebonds, 8 blocs, 5 sur 19 au tir. Et la deuxième mi-temps, alors je le calcule en vitesse, les Grizzlies font un 78-52. C'est ça. 78-52 sur la deuxième mi-temps. Domination totale de Memphis en deuxième mi-temps. 21 points, 12 passes pour Ja Morant. 21 points pour Desmond Bane. 20 points, 10 rebonds pour Santi Aldama. Le banc des Grizzlies, encore une fois, très bon. 19 points de Jaren Jackson, qui a été maladroit. Et Wembanyama, il s'est fait dunker dessus de partout. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, est-ce que tu as vu à quel point ils ont agressé et essayé en tout cas d'attaquer Wembanyama pendant tout le match, hein. Donc, dans un premier temps, ils se sont heurtés à sa capacité de contre, mais derrière, dès le premier carton, Zakidi il lui met un poster. Après, Morant lui a mis un poster exceptionnel, mais qui n'est pas validé. Incroyable. Ça aurait été le dunk de l'année. Le coup de sifflet. Mais Morant, c'est le nombre de dunks qu'il a comme ça en carrière. Alors, de temps en temps, il en place un beau, il y a un poster qui rentre, mais soit des presque posters, soit des posters annulés pour X ou Y. Et là, celui-là, il était dingue. Et tu vois le ralenti, comment il arrive à dunker par-dessus Wembanyama, c'est énorme. Le geste était magnifique et bon,
ça a pas compté. Heureusement pour Victor presque, sinon c'était le dunk de l'année. Il y avait plus. En janvier déjà, c'était plié, je pense. C'est clair. Ouais. Encore une fois, du côté des Spurs, je trouve que quand il n'y a pas Sohan, il n'y a pas tout à fait la même énergie. Alors, Stephen Castle J'ai bien aimé Castle, j'allais te ouais, dire, ouais. 26 Aimé son points, match. 26 points, 26 points de Castle, 21 points de Devin Vassell. Mais il y a pas tout à fait la même énergie. Il y a un léger petit coup de mou du côté des Spurs, qui sont du coup 12e à l'ouest. Ouais, je sais plus si tu avais donné les stats offensives de Victor, mais Oui, 5 sur 19. 5 sur 19, ouais, t'es assez maladroit. Et les Grizzlies ils l'ont rudoyé des deux côtés parce ils l'ont aussi quand même bien pressé quand il était en phase offensive, en plus d'avoir essayé de l'attaquer constamment. Ça a été une tactique assez payante quand même finalement. Et Memphis fait une plutôt bonne opération cette nuit, alors qu'on pouvait se demander c'est moi en tout cas qui me demandais hier si Memphis allait pas peut-être glisser derrière Denver avec le temps. Ouais, Denver qui a perdu à domicile contre Houston 128-108. Il n'y avait pas Nikola Jokic du côté des Nuggets. On sait à quel point ça fait la différence. Malgré les 22 points de Murray, les 22 points de Christian Braun qui a tiré à 10 sur 11. Sauf qu'en face, il y a un Jalen Green qui là est dans une très bonne période. Ouais. Comme d'habitude avec Jalen Green, des périodes qui s'enchaînent. Et là, on est dans un temps fort. Il met 34 points à 10 sur 16, 6 sur 10 à 3 points. Il est vraiment en réussite sur les 5-6 derniers matchs. Ça tombe dedans pour Jalen Green. Et du coup, les Rockets vont chercher cette victoire assez facilement. 32 points sur les 6 derniers matchs pour Green. Et puis l'impression aussi qui est bien, en plus des stats, l'impression, elle est excellente. Surtout le pourcentage, moi, je trouve, sur les derniers matchs. C'est vraiment son problème. C'est ça, parce que l'impression qu'il laisse, c'est celle d'un joueur à droit, ce qui n'était pas du tout le cas quand même sur ses premières saisons en NBA. Et là, il est vraiment top. Moi, il me bluffe. Depuis, je leur dis, depuis la deuxième partie de saison dernière, il me bluffe. Et même sur les périodes où il était moins bien, vu que l'équipe était quand même moins dépendante de lui, qu'il y a d'autres très bons joueurs autour, que ça tourne bien, c'est moins problématique, je trouve. Et là, il fait encore un super match, certes contre des Nuggets qui étaient sans Jokic et sans Aaron Gordon aussi, ce qui a son importance. Şengün fait un bon petit match aussi. Et ça fait 5 victoires de suite pour Houston, qui est bien attaché à cette deuxième place à l'Ouest. Yes. Golden State a battu Minnesota. Alors, Golden State a failli se saborder parce que les Warriors ont mené absolument tout le match. Ils ont mené de 22 points dès le premier quart-temps. Il n'y a eu que 12 points des Timberwolves en premier quart-temps. Et Golden State, sur la fin, a vu Minnesota revenir, égaliser à 108 partout. Mais à ce moment-là, qui est venu sauver l'affaire? Comme d'habitude, c'est Stephen Curry. Curry qui a mis un panier à 3 points important. Il finit avec 31 points et 8 passes. 24 points d'Andrew Wiggins aussi à ses côtés. 18 points de Bud Hield. Les Warriors ont fini par se sauver, par tenir le choc. Et Curry qui a aussi conclu sur la ligne des lancers francs cette victoire 116-115 à Minnesota. Victoire qui était importante pour Golden State. C'était chaud la fin. Franchement, tout le match, tu te dis ça, c'est cool. Ils sont bien là dans ce match. Ça ressemble à ce qu'ils veulent faire et tout. Bon, il n'y a toujours pas de Draymond Green, ni Kuminga d'ailleurs. Mais là, c'était bien. Leur première partie de match, elle est cool. Et puis derrière, ils se délitent. DiVincenzo, quand DiVincenzo marque le panier à la fin, ils reviennent à 1 point à 10-12 secondes de la fin. Et derrière, Payton, il manque un des deux lancers. Et heureusement, là, Wiggins reprend un rebond derrière pour verrouiller le truc. Mais c'était un peu chaud quand même. C'était un peu chaud, je trouve. Un peu trop chaud compte tenu de la maîtrise qu'il semblait avoir eu juste avant. Ouais, après, il jouait contre une équipe des Timberwolves qui est en forme. À Minnesota à l'extérieur. Eux, au contraire, sont en manque de confiance. Et voilà, de quand même tenir bon pour l'emporter. C'est toujours ça de prix avec un bon Curry, sachant que, comme tu l'as dit, il y a quand même des absents et des absents très importants, notamment Draymond Green, qui est de toute façon toujours un énorme baromètre pour Golden State. Donc voilà, les Warriors ont assuré l'essentiel. T'as vu Curry à la fin, il était quand même. Les questions, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est logique, sur est-ce qu'il faut faire un trade pour cette équipe, machin. Et là, il commençait à dire non, laissez-nous arrêter de nous saouler avec les propositions de trade des mecs, des mecs sur Twitter qui n'ont pas la connaissance nécessaire pour savoir. Nous, on veut trouver les solutions nous-mêmes sans qu'il y ait de vrais moves majeurs au sein de l'équipe. Est-ce que Mike Dunleavy va écouter les Warriors? Je ne sais pas, mais Curry reste persuadé qu'en playoff, ils sont capables de gagner une, voire plusieurs séries et qu'il faut juste faire le dos rond, qu'à un moment, ça reviendra. Moi, j'admire l'optimisme. Je leur souhaite que ça. C'est juste que pour l'instant, ce qu'ils nous ont montré allait pas trop dans ce sens-là. Ouais, avant-hier, il parlait de ne pas faire un panic move aussi. Donc bon, en fait, tout dépend ce qu'ils considèrent comme un panic move et ce qu'ils considèrent comme un mauvais deal. Je ne pense pas qu'ils soient fermés à l'idée d'un transfert, quoi. C'est juste
c'est forcément si tu te fies à certains trucs que tu vois sur je sais pas, les plus gros talk shows américains, mais qui sont pas forcément les plus qualitatifs, ou si tu te concentres sur ce que tu peux voir sur Twitter, il peut y avoir effectivement des propositions qui n'ont pas de sens dans le lot. Il a aussi dit si vous pensez que je suis satisfait de jouer dans une équipe moyenne ou pas très compétitive, vous me connaissez mal, tu vois. Donc c'est juste qu'il veut pas qu'il y ait de le panic move. Moi je comprends, je suis d'accord avec lui. Ça sert à rien de faire faut pas faire n'importe quoi. Par contre, un trade d'ajustement, ça peut servir. De toute façon, je pense qu'on n'est plus au stade où les Warriors se séparent de Kuminga pour aller chercher Jimmy Butler. Je pense que ça arrivera pas. On voit bien que on se dirige pas vers un deal comme ça pour Golden State, je pense. Les Lakers ont battu le Heat 117-108 en parlant de Jimmy Butler. Tiens, Jimmy Butler qui évidemment ne jouait pas, hein, il est toujours suspendu. D'ailleurs, le Heat est en train de chercher un moyen pour faire passer de suspension à le statut exact. Je me souviens plus le nom, mais c'est en gros pour montrer qu'il est en tort sur son sur les services qu'il est censé donner à la franchise, pour que carrément en fait c'est double d'amende. Ah oui. Vraiment, c'est la guerre quoi en fait. Faudrait que je retrouve le terme exact. Il a toujours pas rencontré le proprio, c'est pas encore, c'est durant la semaine. Non, je pense qu'il l'a pas encore rencontré. Alors attends, j'essaye de retrouver. Je l'avais de côté quelque part, mais je le trouve plus. Mise à l'écart. Non, c'est pour montrer que en fait qu'il est tu sais que quand tu c'est comme si c'était une faute professionnelle en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Considering changing the designation of Jimmy Butler's suspension to failure to provide services. Oui, échec à fournir les services. C'est moche. C'est moche. Mais bref, sur le match, donc Miami a perdu contre Los Angeles. Comeback de Los Angeles sur la fin avec un LeBron James clutch qui a enchaîné les tirs. Il a fini avec 22 points, 9 passes. Donc il y a un bon LeBron James. LeBron qui a reconnu que ce qui se passait à Los Angeles avait évidemment un impact. Ouais, je savais pas que j'avais pas suivi, mais lui aussi, lui et sa famille ont été évacués. Puis jeudi, ils sont à l'hôtel en fait. Donc on avait répondu à cette question-là. Oui, évidemment que ça impacte. Que ça impacte les joueurs et l'équipe, hein, mais là ils sont pas passés loin d'une 4e défaite de suite. Heureusement, tu l'as dit, ils sont bien réveillés après la mi-temps. Trio Hachimura, Davis, James qui a été très bien. Tyler Herro un peu tout seul de l'autre côté qui fait ses matchs lui aussi. Et Miami aime pas jouer à Los Angeles visiblement, ou alors a décidé de remonter le moral de tout le monde en perdant contre les équipes de Los Angeles. Voilà. Il y a un joueur du côté de Miami qui fait pas une belle saison, c'est Bam Adebayo. Ah, tu trouves? Ah ouais. Alors je dirais pas qu'il fait une saison incroyable. Est-ce que c'est parce que tu t'attendais à ce qu'il fasse plus dans ce contexte-là ou... Ah non, mais il fait pas une très bonne saison en fait. Bam Adebayo là, franchement, il fait pas une très bonne saison. Offensivement, c'est alors en fait au moins en termes de scoring, tu vois, on est sur un mec qui est maintenant, on le veut voir établi dans cette zone, et au final, on se rend compte qu'il y a toujours une année où il redescend, après il remonte, mais là il est à 15,9 points et 45% au tir. 45% au tir, tu vois. 28% en 3 points. C'est sa plus faible saison au scoring depuis 2019-2020. Il y a un déclin là-dessus au moment où justement il est censé aller que vers le haut, Bam Adebayo, tu vois. Il est dans son prime. Il a été très bon en attaque lors des finales. Il a été bon en attaque l'an dernier. Tu veux que ça continue d'aller de l'avant, surtout en fait à ce moment-là où tu t'apprêtes à te séparer de Butler, où tu t'apprêtes à tourner la franchise vers son association entre lui et Tyler Herro. Il est peut-être affecté, je sais pas, il est peut-être affecté par 45% au tir, c'est compliqué quand même pour T'as raison, j'étais en train de regarder les stats, effectivement. J'étais en train de regarder les stats dans les mains. En fait, je voulais pas dire qu'il faisait une bonne saison, hein, loin de là, mais je le trouvais discret et peut-être pas assez en avant, de là à dire que c'était pas une bonne saison, mais en fait statistiquement déjà on espérait la montée en puissance qu'on avait pu voir en playoff. C'est quand même un mec, il est capable d'être point forward, de scorer. C'est un joueur très complet, Bam Adebayo. Et bon, là, il est même pas dans la discussion. Score, en fait. Ouais, et il est même pas spécialement dans la discussion du Defensive Player of the Year cette saison. On n'en parle pas trop, donc ça reste un très très bon défenseur. Mais non, t'as raison. Je reviens sur ce que j'ai dit. Il fait pas une très bonne saison. Voilà. Après, dernier match,
Très grosse victoire, mais alors très grosse victoire des Clippers contre les Ouais, Nets, 126-67, plus 59, sachant qu'il y a eu des moments où il y a eu plus 68. Les, ouais, les Nets ont un peu sauvé l'honneur dans la deuxième partie du quatrième quart-temps. Il y avait 21-21 après le premier quart-temps. Derrière, ils prennent une sauce terrible, 14, 16 et 16. Ça, c'est le nombre de points qu'ont mis les Nets dans les 3 quart-temps suivants. Alors que, par exemple, les Clippers, sur le deuxième et le troisième quart-temps, ils mettent 81 points, je crois. Ouais, 81 points. Donc voilà. Ce qui saoule un peu, c'est que, alors bon, c'était le match qui s'est terminé plus tard, donc c'est toujours celui qu'on peut voir quasiment en entier en direct quand on se lève un peu tôt. Là, c'était horrible. Heureusement, il y avait quand même, il y avait aussi Warriors Wolves et Lakers Heat. Mais et ce qui me saoule, c'est que j'aimais bien cette équipe de Brooklyn en début de saison. J'aimais bien l'avoir joué avant qu'ils perdent quelques joueurs et que ça rentre dans le rang. Là, c'est un peu. Ah, mais c'est objectif. Objectif C'est objectif Cooper. Enfin, ça va être le tanking extrême là du côté des Nets, tu vois. Parce que on dit les Raptors, une des plus mauvaises équipes de la ligue, mais ils alignent quand même quelques joueurs de qualité, les Raptors. Tu vois, il y a Scottie Barnes, il y a R.J. Barrett. Les Hornets, ils ont LaMelo Ball, ils ont Mark Williams. On va y venir. C'est vrai qu'il reste un match, c'est celui des Hornets contre le Jazz. Tu vois, il y a un peu de monde, même Washington. Brooklyn, là, c'est le 5. En fait, dans le 5, il n'y a pas de joueur important parce que. Ben, je vais donner le 5. Attends. Zaire Williams, 4 points. Noah Clooney, 4 points. Nick Claxton, 2 points. Alors lui, il est censé être un peu meilleur que ça. Tyrese Martin, 8 points. À 3 sur 16 avec moins 56 le point. Ouais, moins 56, terrible. Et Keon Johnson, 6 points. Alors, moins 56, on ne doit pas être loin d'un record. Hein. Ouais, c'est possible. On ne doit pas être très loin. Bon, c'est parce qu'il a joué 37 minutes d'un match que tu perds de quasiment 60 points, ouais, c'est sûr. C'est terrible. 23 points de Kawhi en face. Il a fait bon, après, voilà, je ne sais même pas si c'est significatif, une perf contre les Nets. Là, les Nets Cam Johnson était revenu au dernier match, là, il a été ménagé. D'Angelo Russell était revenu aussi le dernier match, il n'a pas joué non plus. C'était dur. Bon, pour les Clippers, Kawhi, ça sert à Kawhi à se remettre, à se dérouiller un peu, à continuer de revenir en forme, on va dire. Non, mais attends, je me rends compte, il faut que je donne aussi le banc des Nets, en fait. Parce que donc, si jamais les noms des titulaires des Nets, vous ne parlez pas, alors attention, le banc. Jalen Wilson. Ouais, c'est pas mal, Jalen Wilson, j'aime bien. C'est pas le plus mauvais, effectivement. Mais bon, tu vois, c'est pas des mecs qui ont un vrai pédigré. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas des bons joueurs. Parce qu'en fait, avoir un pédigré, tu te le crées à un moment, ton pédigré. Mais Derek Whitehead. Ouais, Whitehead, je l'aimais bien à la fac en plus. Bref. Tosan Efbuoman, dont on a parlé l'autre fois. On a parlé l'autre jour, oui. Dayron Sharp, lui est déjà un peu plus connu, tu vois, mais bon. Et d'ailleurs, il finit avec 12 points, 14 rebonds. Et Rhys Bickman. Tu vas nous parler de Rhys Bickman, effectivement, qui était à Virginia avant. C'est pareil, c'est pas des mauvais joueurs, mais c'est plus, ça fait pas rêver, c'est sûr. C'est un mec qui tourne à 2 points par match cette saison. Ouais. Bon, bref. C'est un effectif de J-League, il faut le dire comme ça. C'est tout. C'est exagéré, c'est toujours un peu péjoratif de dire ça, mais c'est une équipe qui ne vise pas à gagner des matchs. Je pense que Jordi Fernandez, il a montré sur les premiers mois, voilà, vous avez vu, je suis un bon coach, donc je suis capable de jouer. Ok, on t'a compris, Sean Marks, c'est bon, t'inquiète pas, ton job, il est safe. Tu sais, c'est un peu pareil que j'ai oublié le nom du coach du Jazz. Will Hardy, tu vois, qui a montré un peu, on a dû dire, ok, c'est bon mon coco, on est conscient, vas-y maintenant perds. Il a trop montré presque. Il a trop montré au début. On sait que tu sauras faire des choses quand on va te donner des joueurs. Là maintenant, s'il te plaît, viens, on perd des matchs. On te donne tel joueur à disposition, fais ce que tu peux. Bref, je parlais de Will Hardy, le Jazz a perdu justement contre les Hornets 117-112, gros match de Mark Williams, 31 points, 13 rebonds. Il y a 25 points, 10 rebonds aussi de Miles Bridges, 20 points de Brandon Miller, 27 points, 9 passes de LaMelo Ball. Ça, de toute façon, les Hornets sont au complet. Là, normalement, cette équipe, qui est d'ailleurs pas très bonne, elle devrait gagner un peu plus de matchs. Elle a quand même un 5 majeur qui est pas incroyable, mais qui est plutôt correct avec des jeunes qui sont plutôt corrects. Par contre, voilà, 0 points pour Tidjane Salah en 14 minutes. Ouais. Bon, on en parlera juste après, certainement, avec le trade de la nuit. Moi, je suis très content parce que ça va, j'espère, permettre à Moussa Diabaté de revenir dans cette équipe. Ouais, j'espère aussi, ouais.
je pense. Euh, voilà, parce que Richards jouait avec quand même son temps de jeu. Enfin, il avait un temps de jeu assez important. Ouais, là, sur ce match-là, les Hornets sont surtout revenus dans le quatrième. Ils ont bien géré la fin du match. Et Mark Williams, record de points pour lui, record de points NBA, 25 points Bridges, 20 points Brandon Miller aussi. Et ouais, Tidjane Salin, c'est dommage, il n'a pas eu un impact positif quand il est rentré. Il est pas non plus, lui, il est un peu dans une période compliquée aussi. Yes, bon, le trade, cette Nick Richards, ça circulait déjà un peu dans l'air. Ouais. Nick Richards est envoyé à Phoenix en l'échange de Nick Richards plus un second tour, en l'échange de 3 seconds tours et Josh Okogie. Donc les Suns vident officiellement leur second tour disponible. Et ben, ils en ont, je crois que de mémoire, ils en ont plus qu'un, c'est celui qui récupère dans ce trade. Et voilà, ils mettent la main sur un pivot qui est grand, qui est costaud, qui est athlétique, qui va être un potentiel rim runner. Alors, ça va pas changer la différence des masses pour Phoenix, mais Phoenix tient son pivot. Voilà, on peut tourner ça comme ça. Ouais, je suis pas ultra emballé par le trade, je t'avoue. Déjà, quand il y avait les rumeurs, bon, ok, pourquoi pas, ça peut être un joueur de complément sympa, mais je trouve pas que les Hornets aient perdu tant que ça. Sur le coup, j'ai lu les Hornets, pourquoi ils ont fait ça et tout. Alors, c'est peut-être parce que je suis content, parce que ça libère du temps de jeu pour Moussa Diabaté, mais c'est encore un joueur un peu, que je trouve parfois frustre, Richards. Pas des mains exceptionnelles. Il fait beaucoup de fautes offensives. Est-ce que c'est vraiment ça dont ont besoin les Suns? Peut-être qu'il est plus adapté à une situation comme à Phoenix et qui va leur servir, mais je suis pas sûr que ça change complètement leur dynamique et que ça leur permette d'avoir le niveau qu'ils sont censés avoir. Quid de Nurkic aussi maintenant? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que lui aussi est sur le départ pour qu'il récupère quelque chose? Nurkic, il est plus dans la rotation, hein. C'est fini. Hein. Ouais. Il va pas revenir. Il est plus dans la rotation. Je sais pas s'ils arriveront à le transférer, mais ils le feront plus jouer, je pense. Mais moi, j'aime plutôt bien le move pour les Hornets. Ils récupèrent 3 deuxième tours, c'est ça? 3 deuxième tours et le contrat d'Okogie qui est plutôt abordable, qui sera rééchangé ou coupé à un moment. Ouais. En plus, je crois que Richards était en fin de contrat, donc ça fait qu'ils auraient dû renégocier. Enfin, il est éligible à une extension et vu que c'est un joueur qui fait quand même des stats, à défaut d'être fantastique sur le terrain, c'est toujours un peu casse-gueule. Tu peux offrir des contrats un peu trop élevés par rapport à la valeur. Donc, pour Charlotte, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ils avaient beaucoup de pivots. Ça débouchonne un peu peut-être la rotation. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense que pour les Suns, ça donne quand même un partenaire de pick and roll à Devin Booker, à Kevin Durant, éventuellement à Bradley Beal aussi. Ça leur donne un pivot titulaire qui a de la taille et des qualités athlétiques. Maintenant, je suis un peu comme toi. Je pense pas que ça change foncièrement la donne pour Phoenix. Ça va peut-être les aider à se qualifier pour le play-in, mais voire même dans le meilleur des cas la 6e place. Mais c'est une équipe qui aspire à tellement mieux. Après, on verra s'il y a un autre deal. C'est une équipe qui espère toujours faire Jimmy Butler, mais c'est pas extraordinaire. Il restait un match dont on n'a pas parlé. Ah oui, j'ai oublié un match. Celui d'Atlanta. Ah oui, Atlanta. Oh là là. Atlanta a battu Chicago 110-94. Il n'y avait pas Trae Young, il n'y avait pas Zachary Zaché, il n'y avait pas Jalen Johnson, mais les Hawks ont quand même gagné avec 27 points de Keaton Wallace. Ouais, toi qui aimes les joueurs un peu obscurs. Alors Wallace, on l'a vu un peu jouer cette année. Hein, et puis là, il a joué un peu cette année. Voilà, il fait son meilleur match, il met 27 points. Record perso NBA, mais pour les mecs un peu obscurs, il y a eu le début de Daquan Plowden qui était en J-League et qui a fait ses débuts. Ah oui, Daquan Plowden, qui a mis 19 points. 19 points et il a mis ses 7 premiers tirs, il ratait rien. Début idyllique pour lui en NBA et très bon match aussi à nouveau de Onyeka Okongwu. Je le dis à chaque fois, le gars de Théo, le gars dans lequel Théo croit beaucoup depuis son arrivée en NBA. Et les Hawks, moi je trouve que c'est une victoire assez surprenante parce que Chicago quasiment au complet contre des Hawks sans Trae Young, sans Rizaché, tu peux te dire bon ça peut se combler, toujours sans Jalen Johnson. C'est une belle performance pour les Hawks. Dyson Daniels aussi 18 points. Et 3e victoire en 4 matchs pour Atlanta qui reste dans le wagon des prétendants au play-in. Yes, on a fait très long, peut-être juste, il y avait de l'Euroleague hier soir, juste pour dire que Monaco a perdu contre le Bayern Munich 95 à 94. Monaco qui est du coup 3e toujours de l'Euroleague. Il y avait d'autres matchs, mais voilà, pas de grosses. S'il y a eu 20 points de Sylvain Francisco quand même en ce qui concerne les Français. Barcelone a battu le Panathinaikos avec 25 points de Jabari Parker. Voilà, pour ceux qui se souviennent de Jabari Parker en NBA, il vit sa meilleure vie à Barcelone. Et ce soir, il y a Paris Basket Maccabi. Ouais. Contre Maccabi, ouais. Voilà, et Lasvel contre Berlin. Gros match de Jalen Horde, je l'annonce. Ça sent les 20 points, 15 rebonds. Alors ça va faire plaisir de le voir en France
lui qui évolue dans enfin, pas dans un anonymat, mais dans une discrétion relative dont vous savez qu'elle m'agace un peu. Voilà. Alors qu'il fait une très bonne saison d'ailleurs, Jalen Hurd. Absolument. Allez, on va s'arrêter là. On se retrouvera de toute façon demain comme d'habitude. Et sur ce, bonne journée à tous. Ciao. Ciao.